Donc, on est trois animatrices ce soir pour vous accompagner. Donc, Alexia, qui est chargée de développement du label EQRS Bien-être au travail, qui travaille pour donc, le Conseil des chevaux de Normandie. Louise, qui est conseillère emploi-orientation et chargée de projet pour Equiresources. Et moi-même, Charlène, directrice du service Equiresources de l'IFC. La communication, effectivement, on se rend compte et on fait le constat que on prend du temps pour apprendre à communiquer avec les chevaux. D'ailleurs, preuve en est, il y a beaucoup plus de monde sur des webinaires d'éthologie que de communication humaine, a priori. Ça intéresse moins de monde. Et pourtant, c'est tout aussi essentiel parce que, comme vous l'avez soulevé, eh bien, les hommes qui ne communiquent pas, eh bien, ce sont des chevaux qui en souffrent aussi. Euh, et donc, on est sur des métiers qui sont intenses physiquement, émotionnellement, et c'est vrai qu'une bonne communication, eh bien, ça peut faire la différence. Notamment, ça peut permettre de prévenir les tensions au sein de l'équipe, de s'organiser plus efficacement, et puis aussi de valoriser les savoir-faire de chacun. Donc, la communication, comment ça fonctionne? On a un émetteur, quelqu'un qui a un message à faire passer à une autre personne qui est le récepteur, et souvent, il va utiliser un canal pour le faire. Donc, on le verra, on va vous en proposer plusieurs, notamment la parole, mais ça peut être aussi l'écrit. Voilà, ça peut être le partage d'informations essentiellement. Et c'est vrai que donc mieux communiquer, bah, c'est aussi se préserver sa santé mentale et relationnelle. Et ce qui est important d'avoir en tête, je crois, c'est que une équipe qui communique entre elles, ça se voit à l'extérieur aussi. Et donc pour la clientèle, c'est très important. J'entends hein, responsable d'une structure de tourisme équestre ou même à l'élevage, voilà, des clients sentent quand une ambiance est bonne et quand la communication se fait bien. Je pense que voilà, c'est peut-être pas l'essentiel de notre présentation, donc je passe assez rapidement. Euh, Pourquoi vous parlez aujourd'hui de la qualité de vie et des conditions de travail? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est une filière avec des records qui sont peu agréables. On oscille entre 25 et 30% de turnover. La dernière estimation et le calcul qui a été fait, c'était en 2020. Il va être calculé là en fin 2025. On est sur du 27%, alors que tout secteur confondu, France Travail considère qu'on est plutôt aux alentours de 15-20%. Donc, on est une filière où il y a une rotation du personnel qui est assez élevée. Autre record, c'est celui du taux de fréquence d'accidents dans nos écuries. Donc 73,5, en fait, ça veut dire qu'il y a 73,5 accidents pour 1 million d'heures travaillées. Et donc, si mes calculs sont bons, ça fait un accident toutes les 13 600 heures travaillées dans la filière équine. Et donc, pour vous aider à comparer, donc nous, on est le numéro un. En numéro 2, on a les entreprises agricoles avec les gros animaux, type les bovins, où eux, ils sont à 37,6 pour 1 million d'heures travaillées. Et les petits animaux, ils sont à 36,5. Donc, vous voyez quand même l'écart important, d'autant il y a moins de salariés dans le cheval que dans les autres filières agricoles. Euh, voilà. Et l'autre chiffre, pardon, qui était aussi peut-être éloquent, c'était, alors ça concerne pas que la filière qui, mais c'est de manière générale, mais ça touche à notre sujet de ce soir. Eh bien, un salarié sur deux considère que le manque de communication peut être source de stress au travail. Voilà, ça vous donne un petit peu le contexte. Alors, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qu'on appelle l'ANACT, a recensé 6 leviers pour améliorer les conditions de travail, donc, tout secteur confondu. Et la communication, eh bien, on se rend compte qu'elle intervient au sein de ces 6 secteurs, de 6 leviers, pardon. L'organisation, c'est-à-dire le contenu, la réalisation du travail. La communication, elle intervient bien évidemment au moment du management. Elle intervient aussi sur l'égalité au travail, le dialogue professionnel et le dialogue social. Mais aussi elle intervient pour la montée en compétences et la construction des parcours professionnels, et puis la santé au travail et la prévention aussi au travail. Je fais vite exprès hein, sur tout ce qui est théorie pour pouvoir passer plus de temps à échanger sur les solutions concrètes. Donc, le premier thème que l'on voulait aborder avec vous, hein, c'est un thème qui est notamment très présent au sein du label EQRS Bien-être au travail, et bien, c'est l'organisation du travail. Alors, organiser le travail, c'est quoi? Eh bien, c'est planifier déjà le temps de travail avec notamment le respect du code du travail.
c'est aussi de clarifier les responsabilités de chacun. Qui fait quoi, quand, comment. C'est assez simple, mais déjà, quand on arrive à répondre à ces questions, quand on a une équipe, c'est assez efficace pour se rendre compte de la quantité de travail des uns et des autres. Fluidifier la coordination. Alors, quand on pense de coordination, on pense à la coordination des activités, mais aussi des équipes. Quels membres de l'équipe, est-ce qu'ils sont tous informés de ce que font les autres pour permettre une meilleure efficacité des actions qui sont reliées entre elles. On a aussi anticipé les imprévus quand on organise son temps de travail, c'est-à-dire que on n'est pas à l'abri d'avoir une météo capricieuse, d'avoir une absence. Voilà, comment on réagit en cas d'imprévu. Et puis, il y a des urgences. Voilà, on est sur des métiers où on a des imprévus qui font quasiment partie de nos quotidiens. Et donc, si on a une meilleure organisation du travail, c'est plus facile, en tout cas, de faire face à ces imprévus. Et puis enfin, il y en a d'autres, hein, mais dans ce qu'on a pu recenser, eh bien l'organisation du travail, ça permet aussi de réduire les erreurs. On a notamment des fois des soins qui sont faits en double. Un cheval qui va recevoir 2 soins ou à l'inverse qui ne va pas en recevoir, ou un cheval, on va se rendre compte que il est 18 heures et il y en a un qui n'est pas encore sorti. Donc voilà, ça met un petit peu de fouillis, on va dire, dans l'organisation du quotidien et à terme, ça peut lasser les équipes. Voilà, donc, comme j'ai beaucoup parlé, on va passer sur un cas pratique et je compte sur vous pour m'aider à résoudre ce problème. Dans mes recherches précédentes, donc j'ai réalisé une thèse et donc j'ai interrogé plusieurs professionnels du cheval et je vous ai fait un copier-coller de ce verbatim d'une ancienne lab driver, lab jockey qui a arrêté le métier et en fait, elle m'explique, on va dire un petit peu tout le processus par lequel elle est passée. Et je trouve ce passage assez éloquent. Donc, ce que je vous propose, je vais vous le lire et puis après, je vous poserai la question de vous, comment vous aurez réagi dans ce cas-là. Donc, mes amis pensaient que j'étais riche à millions avec le nombre d'heures que je faisais. Quand ils ont su que je gagnais 1 300 € pour 70 heures par semaine, ils m'ont dit que j'étais folle. Je ne suis pas contre 1 heure ou 2 supplémentaires, mais finir à 3 heures et recommencer à 6h30, ce n'est pas normal. J'étais vraiment fatiguée et ma famille s'est inquiétée de mon état de santé. Quand je suis partie, mon employeur a compris. Je lui ai dit qu'on pouvait faire avec une meilleure organisation et un roulement, mais il n'a pas voulu changer. J'ai fait de l'usine et quand je les écoute se plaindre, je me dis que j'ai vraiment vu pire ailleurs. Moi, je trouve les conditions d'usine très concrètes car j'ai des jours de repos et mes heures sont toutes payées. Voilà. Donc c'est du tel quel, c'est de la retranscription. Voilà. Donc je ne sais pas si parmi celles qui sont encore connectées, je pense que tout le monde est encore là. Euh, voilà, la question ce serait, vous dans cette situation, qu'est-ce que vous auriez fait? Quelles solutions vous auriez pu mettre en place? Oh, pardon. Je suis obligée de réduire l'écran pour pouvoir noter. Donc là, on a proposé des petites vignettes pour qu'on puisse noter en direct ce que vous proposez et quel est votre retour par rapport à ce témoignage. Peut-être une meilleure répartition des heures. Mhm. Ok. Et concrètement, quelle action pour mieux répartir? Bah, déjà, s'il y a autant d'heures supplémentaires, c'est qu'il y a une mauvaise organisation à la base. Donc, Mhm. il faut écouter l'employé et réadapter le planning. Si ça ne passe pas dans le nombre d'heures prévues, c'est qu'il y a un problème. Il faut écouter et adapter. Oui. Peut-être aussi questionner son système, c'est-à-dire que pourquoi, mais je ne sais pas, hein, je ne connais pas la situation des autres salariés, mais imaginons si tous ont ce même vécu, est-ce qu'il n'y a pas trop de travail par rapport au nombre de salariés? Et au-delà de finalement,
au-delà de ce constat-là, par exemple, on se rend compte que il faudra y avoir une meilleure répartition des heures et peut-être de se questionner sur le temps de travail versus en fait les ressources qu'on a de disponibles, de pouvoir écouter et adapter parce qu'effectivement l'écoute est importante, hein, c'est aussi tout le thème du sujet. Quel type d'outils, selon vous, en fait, aurait pu être adapté dans ce cas-là, en fait, justement, pour avoir une meilleure répartition, une meilleure écoute? Est-ce que vous, dans vos structures, vous avez, par exemple, des choses que vous mettez en place pour peut-être éviter ce genre de situation? Ou peut-être que vous-même, avant d'être responsable d'une structure, vous êtes retrouvé dans des situations peut-être un peu plus compliquées? Moi, j'ai toujours été chef d'exploitation, donc les 70 heures, c'est moi qui les fais, et pas les salariés. Et je pense qu'il faut, à partir du moment où tu connais le travail, tu sais à peu près en combien d'heures ça peut se faire. Là, clairement, il n'y a pas assez de personnel pour le travail, ou alors oui, c'est mal organisé, quoi. Ouais. Il faut faire des rotations, des roulements, quoi, Mm. comme des gardes. Ouais. Oui. C'est quelque chose que vous avez mis en place, par exemple, avoir par exemple deux personnes qui vont commencer à 7 heures, faire, je sais pas moi, 7 heures, 16 heures, ou d'autres qui vont arriver à midi mais qui vont pouvoir finir plus Ouais, tôt. Ouais, c'est une ouais. solution que vous avez mis en place. Bah oui, parce que moi, j'ai une heure d'ouverture en saison, c'est Oui. de 7 heures du matin à 22 heures le soir, donc Ah c'est oui. forcément pas le même Ok. personnel. Donc, il y en a qui commencent à 13 heures, oui. Ah ouais, D'accord. c'est comme pas les 3-8, mais bon, presque. Et ça épuise moins les équipes. Ah ouais, ah bah ouais, ouais. Bah oui. Puis toujours les mêmes heures. C'est pas un coup du matin, un coup du soir, quoi. Mm. D'accord. D'accord. Ah, c'est Comme ça, intéressant. ils peuvent s'organiser dans leur vie de famille, personnelle. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Donc, ouais, donc du coup, avoir une stabilité Ah ouais. Ouais, ouais. d'horaire, quoi. Oui. Ok. Alors, je vais passer aux solutions qu'on suggère à travers déjà ce qui a été présenté. En fait, finalement, ce que vous avez dit vient se euh, regrouper en fait dans les solutions que Charlène va évoquer. Alors, c'est vrai que quand on a été face à ce problème, donc on s'est questionné, Louise, Alexia et moi, en se disant bah, quelle solution on pourrait mettre en place. Et c'est vrai qu'il y a le rôle du manager qui clairement rentre en jeu avec peut-être une meilleure délégation et répartition des tâches pour une meilleure organisation. Donc ça, vous l'avez repéré toutes les trois. Donc concrètement, nous, on s'est dit bah, peut-être qu'un tableau d'affichage déjà avec, vous savez, ce fameux qui fait quoi et quand permet aussi de savoir où en sont les personnes. Et puis, imaginons une personne a fini plus tôt, elle se rend compte qu'une autre n'a pas fini ses tâches, et bien elle peut aussi, ça peut aussi générer de l'entraide dans l'équipe. On avait aussi pensé au cahier de liaison. Vous savez, ce fameux cahier qu'on avait quand on était à l'école. Donc là, c'est un petit peu de le transformer en cahier professionnel. Ou comme bah, vous l'avez évoqué, hein, Bénédicte, quand on a par exemple deux équipes, ça permet de faire un relais et de savoir ce qui s'est passé le matin. Et quand on prend la partie de l'après-midi, eh bien de savoir que tel cheval, par exemple, ne va pas bien, donc on ne peut pas s'en servir pour les randonnées. Donc voilà, c'est un outil en tout cas qui permet aussi une organisation dans un meilleur suivi des tâches. Le planning hebdomadaire, donc, enfin, planning d'équipe, mais aussi planning individuel. Et ça, c'est vrai que c'est du rôle du manager de bien savoir ce qui est censé être fait par les uns et par les autres. Et puis, bah, le fait d'avoir un planning d'équipe, comme on l'annonçait tout à l'heure, c'était aussi d'anticiper les absences. Voilà, donc savoir que bah, quand une personne va être en vacances, les autres vont devoir pallier et puis faire une répartition des tâches. Donc fiche de poste ou fiche de mission. Donc ça, c'est vrai que c'est une première base pour un salarié déjà au moment de son embauche pour estimer un petit peu quel est vraiment son rôle au sein de l'entreprise. Et puis, alors, on peut le faire évoluer dans le temps, mais je trouve déjà que ça donne une première bonne base d'organisation du travail et de répartition des tâches.
Et on se rend compte que de plus en plus de personnes, notamment par, on peut les citer WhatsApp, en fait, il y a des groupes qui peuvent se faire. Et ça permet à la fois aux managers de parler avec les personnes de l'équipe et les personnes de l'équipe de se parler aussi entre elles en instantané. Parce que des fois, quand on est dans les champs, eh bien, on a besoin, enfin, une personne à l'écurie, une à l'autre bout d'un autre champ. Pour moi, ça permet de rester connecté. Alors là, par contre, j'attire juste votre attention, c'est que les messageries instantanées, il faut faire très attention, c'est le temps hors travail. Parce que si la personne a enfin, ce groupe sur son téléphone, par exemple personnel, alors qu'elle ne travaille pas, elle reçoit encore les messages. Et donc là, ça peut être aussi des fois des débordements, donc à, voilà, à garder en tête si on le met en place. Voilà, donc ça, c'était un petit peu les idées. Plus en détail, donc ce fameux cahier de liaison, je pense que tout le monde voit à quoi ça correspond. On peut l'appeler différemment. Il peut être sous format papier, mais ça peut être aussi un logiciel de gestion. Ça se fait de plus en plus. Voilà, ça demande juste d'être connecté, d'avoir du réseau dans les écuries si c'est par Internet. Et puis bah, dedans, en fait, on l'organise comme on veut. Ça peut être soit vraiment accentué sur le cheval, enfin les chevaux, sur leur comportement, mais on peut aussi l'utiliser pour la répartition des tâches effectuées et les tâches à faire et peut-être leur ordre de priorité. Est-ce que cette tâche est prioritaire ou non prioritaire? Est-ce qu'il faut le faire aujourd'hui ou est-ce qu'il faut au moins que ce soit fait dans la semaine? Voilà, avec toutes sortes d'instructions. Je pense peut-être, vu l'heure, je pense peut-être pas nécessaire de passer trop de temps sur cette solution. Non, c'est ça. Sauf si vous avez des questions, bien évidemment. Je voulais juste rebondir en fait par rapport au coût. C'est sûr que c'est très variable, hein. Ça va d'un cahier à un logiciel de gestion. J'ai peut-être pas bien ajusté le PowerPoint. Oui. Mais c'est sûr que c'est quand même des outils en fait dans certaines écuries qui peuvent être utilisés quand même les cahiers de liaison. Mais parfois c'est de savoir aussi les faire vivre et aussi bien informer en fait. En fait tout est autour de la communication. Je pense que c'est de s'assurer en fait que tout le monde en fait se saisisse bien de cet outil en fait, prenne le temps de le consulter, mais aussi d'écrire en fait pour pas qu'il y ait de ratés en fait entre bah, justement quand il y a notamment des rotations d'équipe. Donc, c'est de bien mettre des règles en place et puis de savoir bien utiliser cet outil. Est-ce que vous avez des questions par rapport, bah déjà en fait c'est vrai que là, je suis passée un petit peu vite sur la slide d'avant, mais si vous avez des questions par rapport aux différents outils que Charlène a évoqués et peut-être ce fameux cahier de liaison, c'est peut-être qu'il y a peut-être déjà des outils que vous mettez en place dans votre structure. Oui, notamment les groupes WhatsApp. Oui. Ouais. Et vous, Bénédicte? Oui, il y a un groupe WhatsApp de l'équipe et puis des tableaux. Ouais. Est-ce que vous utilisez le cahier de liaison dans vos structures? Ben, c'est le cas quand j'ai une information importante, c'est sur le cahier de rendez-vous qui est accessible par tout le monde. Ok. Et puis sinon, bah, je vous lis, il y a un tableau aussi dans les soins. Et puis sur la porte du box du cheval, enfin, tout est affiché. Ok. Bah justement, là, on allait parler du tableau d'affichage qui peut paraître être une évidence, mais qui n'est pas nécessairement utilisé dans de nombreuses structures. Oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte hein, quand on visite des écuries. Alors, bah, vous êtes des beaux exemples, mais voilà, certaines personnes n'ont pas pris conscience de. C'est tout bête, c'est un outil qui, bah, pour le coup, n'est pas trop coûteux et qui peut vraiment solutionner des problèmes de communication. Si vous vous souvenez du schéma de tout à l'heure entre l'émetteur et le récepteur, là, on est vraiment sur un canal de communication. Et bah, quand on se croise, au moins, on a un support. Voilà, qui permet de se référer. Alors, si vous l'utilisez, enfin, Alexia, comme tu veux, bon, peut-être qu'on peut passer à la Oui, suite. c'est ça. Et du coup, j'arrive ici. Donc là, moi, je vais parler du volet 2 qui concerne la qualité de vie et la cohésion au travail, puisque c'est sûr que le bien-être au travail, en fait, ça vient travailler sur plusieurs aspects. Et bien sûr, ben, s'il y a une bonne communication dans la structure, ben, forcément, on est quand même plus apte à travailler en équipe et à être bah, du coup bien au travail. Donc, l'objectif de la communication, bien sûr, c'est aussi de favoriser le
le respect et le rythme de chacun, en fait, hein. C'est pouvoir aussi, il y a des aléas, tout le monde, on n'a pas nécessairement la même forme chaque jour. En parlant, en communiquant, en s'intéressant à l'autre, c'est aussi de pouvoir prendre cette mesure-là, mais aussi de pouvoir réduire la charge mentale en fait en termes de communication pour par exemple certains employés qui auraient peut-être de la difficulté à parler en fait de situations qui vivent ou qui traversent et donc éviter de créer en fait des tensions inutiles parce que justement ce dialogue peut être rompu dans l'équipe. Bien sûr, la communication va permettre d'améliorer la collaboration parce que quand on communique bien par le biais de différents outils, hein, que ce soit des tableaux, de cahiers de liaison, WhatsApp et ne serait-ce que voilà des échanges informels ou alors formels avec des petits points, je sais pas, oula, un petit briefing quotidien. Est-ce que ça va? J'ai eu un petit bug sur mon Ça a écran. sauté un peu, mais c'est bon. C'est Ok. revenu. C'est revenu. D'accord. Vous voyez toujours mon... Est-ce que vous Oui, voyez... Ouais, oui, oui. ça, le PowerPoint. Donc c'est ça en fait finalement, c'est de pouvoir se faire confiance entre collègues et de pouvoir aussi solliciter l'aide ou demander l'aide de ses collègues si admettons il y a des moments de forte activité. Et bien sûr, comme je l'ai dit, en fait, favoriser l'expression des besoins. Admettons, est-ce qu'il y a besoin de matériel, un problème au niveau des horaires et du coup, il faut peut-être faire un échange entre deux personnes dans l'équipe. Est-ce qu'il y a un manque de temps, il y a du stress, il y a un besoin de repos aussi, hein, parce que ça arrive. Donc, c'est tous ces éléments-là, en fait, qui viennent permettre de renforcer la cohésion au sein de l'équipe. Alors là, ici, on n'a pas nécessairement de cas concret, mais en fait, la question, c'est vous, dans votre structure, qu'est-ce que vous mettez en place pour favoriser la qualité de vie au travail et la cohésion au sein de votre équipe? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place? Moi, je fais des réunions de travail tous les 15 jours. Ok, Ouais, toute l'équipe est réunie. C'est le moment de moi où je donne mon cap et où je donne la parole à chacun, savoir si lui, il a des axes d'amélioration ou pour faciliter son poste. Voilà. ah mince, pardon. S'il Ah, lui manque quelque chose ou... ok, donc une réunion d'équipe euh, bimensuelle, quoi. Mm. Ok. Et donc favoriser l'écoute et ok. Et est-ce que du coup ça vous arrive d'avoir, vous avez combien de personnes? Est-ce que vous pouvez me le rappeler combien de personnes vous avez dans votre structure? 7. 7 personnes. Et donc du coup est-ce que par exemple en période de forte activité comme l'été, vous faites un petit débrief quand même quotidien rapide qui permet de, au-delà du tableau qui est utilisé, peut-être de gérer certaines priorités? Déjà, les nouveaux ont un check, une checklist de postes, enfin, ou de fiche de poste, quoi, déjà, pour savoir. Et, euh, et puis, l'activité est assez récurrente, donc nous, tout est réservable en ligne, tout est accessible sur Internet, donc tout le monde sait ce qui se passe dans la journée, quoi. Ok, Il y a une visibilité, quoi. vous avez, c'est-à-dire que vous avez un logiciel de gestion, c'est ça? Ouais, de réservation en ligne, ouais. D'accord, ok. Oui, ça, c'est quand même un outil de gestion qui est intéressant. Ouais, Ok. ça facilite la tâche, déjà, de l'accueil. Ok. Si c'est pas indiscret, vous utilisez quoi comme logiciel? Bah, un des rares qui existait à l'époque pour les réservations en ligne, c'est Cavasoft. Cavasoft, ok. D'accord. Et donc, du coup, ils ont fait évoluer leur outil. Oui, 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 il évolue tout le temps. D'accord. Et vous, Nancy? Justement, c'est ce que je viens chercher, c'est des solutions pour les problèmes Cohésion d'équipe. d'organisation et de communication au sein de l'équipe. Oui. Donc, parce qu'on n'a pas grand-chose, on a 2 réunions de travail en 6 mois.
Et puis les informations qui arrivent vraiment au compte-gouttes et à la dernière minute. Donc c'est ce que je viens un peu chercher D'accord. certaines pistes pour améliorer tout ça. Et vous avez combien d'employés dans votre structure? On est 4 plus les 2 patrons qui travaillent. D'accord. Ah, ok, d'accord. Vous êtes employé, en Oui, fait. oui. D'accord. Jusqu'il n'y a pas longtemps, j'étais de l'autre côté, donc j'étais du côté du patronat. Et ça se passait pas beaucoup mieux de ce côté-là non plus à ce moment-là. Donc voilà. D'accord. Ok. Vous aviez votre structure, c'est ça? Oui, oui. Ok. Alors, nous, ce qu'on propose comme solution, euh, c'est déjà en fait de pouvoir favoriser l'écoute. Alors, même si il peut y avoir le dialogue donc oral, mais parfois les boîtes à idées positives, ça peut paraître être un exemple et un outil un peu tout bête. Mais ça peut permettre en fait aux employés qui peut-être n'oseraient pas en fait s'exprimer. L'idée, et là, du coup, je vais pouvoir vous envoyer, on a une fiche descriptive en fait de cet outil-là qu'on a créé pour vous le transmettre après. Euh, donc, c'est de pouvoir offrir en fait un temps en fait, une place de parole pour les employés qui auraient n'importe quelle idée à transmettre à l'équipe en fait pour pouvoir faire évoluer les méthodes de travail. Donc, de se dire, bah tiens, j'ai observé que cette tâche, on pouvait peut-être gagner du temps ou peut-être que si on utilisait tel outil, ben voilà, ce serait peut-être plus efficace, etc. Donc, c'est une petite méthode à mettre en place qui est peu coûteuse. Après, ce qui va coûter de l'argent, ça va être en fonction des idées qui vont être proposées. Et bien sûr, en fait, on ne cherche pas à retenir nécessairement toutes les idées. L'idée, c'est au moins d'accueillir et de voir ce qui peut être mis en place et ce qui serait prioritaire. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui est rituel collectif. Donc, il y a les réunions de points en fait de travail. Donc, comme Bénédicte le fait tous les 15 jours, d'autres le font toutes les semaines, ou il y en a certains qui font un petit brief chaque jour. Mais d'avoir au-delà de ça, en fait, des temps partagés, en fait, des repas, prendre un café. On n'a pas besoin nécessairement de s'éterniser, mais c'est d'avoir un temps ensemble qui peut parfois prendre aussi, permettre de prendre la météo du jour. D'avoir aussi un mur de bonnes nouvelles, de proposer des trucs et astuces, parce que parfois, en fait, on est pris dans notre travail on se rend compte que on a tous à apprendre des uns des autres et que parfois, on a un collègue qui va, c'est ça, avoir quelque chose, une petite astuce de travail qu'il pourrait partager et voilà, de le partager sur un mur collectif. Bien sûr, en fait, dans la cohésion d'équipe et la qualité de vie, il y a aussi les moments de détente. Bien sûr, on peut organiser des team building, mais parfois, ça peut être juste une petite sortie, en fait, pas si vous êtes, je sais pas, proche d'une forêt ou autre, ça peut être juste de faire, tac, on fait un petit repas le midi et on va marcher 10-15 minutes. En fait, on n'a pas besoin de faire des grandes choses. Bien sûr, en fait, une salle de repos ou de repas, coin repos est toujours appréciée pour pouvoir décompresser. Et aussi de peut-être favoriser les interventions avec des temps de formation interne. Donc, un peu comme l'objectif là du mur des trucs et astuces qui se fait plutôt de manière indirecte. Mais il faut pas oublier que chaque personne dans une équipe a des compétences et il peut y avoir aussi bien de la transmission de compétences dans une équipe, mais aussi faire intervenir des intervenants. Ça peut être aussi bien avec votre maréchal ferrant que votre ostéopathe ou autre qui peut venir apporter des compétences et des connaissances. Et ça, en fait, c'est pour les employés de savoir qu'ils peuvent monter en compétences, ça fait partie de la qualité au travail. D'avoir aussi des binômes de travail tournants en fait dans les équipes parce que parfois on peut être amené à travailler avec les mêmes personnes en fonction de la manière dont les emplois du temps sont faits, les plannings. Et c'est vrai que du coup parfois des personnes avec lesquelles on est moins habitué à travailler, forcément on va peut-être avoir moins de
moins d'interaction et d'échange avec. Et aussi, bah, bien sûr, de pouvoir impliquer les équipes dans les décisions. Donc là, par exemple, au travers de la boîte à idées positives, mais aussi de pouvoir présenter en fait à l'équipe lors de points hebdomadaires ou bimensuels ou autres, ben, par exemple, des projets d'évolution de la structure, des activités à proposer, comment voilà, développer les activités de la structure pendant les périodes scolaires ou vacances. Et il y a aussi une action qui s'appelle Stop, continuons, commençons. L'idée, c'est aussi de faire parfois un temps d'arrêt sur ce qu'on fait et de se dire, bon, bah ça, ok, d'ailleurs, je pense que je l'ai développé juste après. Oui, voilà, c'est de prendre vraiment du recul et de pouvoir identifier certains irritants, mais aussi des choses qu'on fait bien, et de pouvoir proposer des pistes d'amélioration concrètes. Donc ça peut se faire par le biais d'un tableau, d'un cahier en accès libre pour qu'on puisse, tac, on a une idée et on le note. Et bien sûr, de pouvoir mettre des règles en place, donc faire des phrases courtes. L'objectif, c'est de pas de faire une dénonciation de collègues, de dire bah oui, ça on arrête parce que un tel fait ceci ou cela. Non, l'idée, c'est que ce soit vraiment axé sur une tâche ou sur une situation et de pouvoir proposer des idées, favoriser les bonnes idées. Et bien sûr, prendre le temps de relire toutes ces suggestions et de se dire, OK, bah tiens, on pourrait peut-être mettre ça en place et de pouvoir faire une évaluation au fil de l'eau, de se dire, bah tiens, on a mis ça en place, est-ce que finalement on gagne vraiment du temps? Est-ce que, enfin, du temps, de l'argent, une meilleure cohésion dans l'équipe? Donc, le coût, à la base, il est vraiment faible, hein, parce que du coup, c'est juste d'acheter un cahier ou d'utiliser un bout de tableau. Et après, bah, ça va dépendre des solutions à mettre en place qui peuvent être plus ou moins coûteuses. Et voilà. Est-ce qu'il y a des solutions qu'on a proposées ici qui vous parlent, qui vous semblent, qui peuvent vous sembler intéressantes, facilement adaptables dans votre structure, ou peut-être que c'est des choses que vous n'avez pas évoquées mais qui existent déjà dans votre structure? Bon, en ce qui nous concerne, il n'y a aucune de ces solutions qui est mise en place chez nous, mais qui serait facilement mise en place. Transposable? Oui. Oui, genre les moments détente, renforcer en fait la cohésion de l'équipe, de créer des liens un peu plus forts entre les membres de l'équipe. Mm. Ça pourrait déjà aider pas mal. Est-ce que vous avez l'impression que vos collègues, ils en souffrent, ils en auraient envie des sorties, des moments de détente en groupe? Euh, Bon, c'est à proposer. De toute façon, maintenant, ce qu'il y a dans l'équipe, c'est qu'on a des grandes différences d'âge. Il y a Mm. des jeunes. Bon, moi, je suis moins jeune. Et c'est pas parfois pas évident de mettre en place Mm. des choses des sorties qui intéresseraient tout le monde en même temps. Donc, il D'accord. faut essayer de peut-être, oui, genre les repas, les Mm. cafés ou des choses comme ça. Eh oui. Et vous pensez que ça agit sur la rotation? Vous avez beaucoup de personnes qui partent et qui... Enfin, du coup, est-ce que vous êtes en permanence en recherche de personnel ou est-ce que malgré tout, vous arrivez à stabiliser l'équipe? Euh, quand j'avais ma structure, c'était un gros problème, c'était la tournante dans le Ouais. personnel. Mhm. Il y avait, oui, c'est assez difficile à stabiliser, de fidéliser les salariés. Maintenant, comme je travaille en tant que salarié, je suis là depuis 6 mois, donc c'est difficile de voir, Ouais, bien sûr. de se faire une idée, mais il y a eu aussi pas mal de rotations, quand j'entends, ce qui se faisait par le passé. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la fidélisation des Mm. salariés, d'impliquer les salariés, de leur donner envie de rester.
Et vous pensez que vos directeurs, ils seront attentifs? Là, vous allez, je sais pas, demain reprendre le travail, leur dire, ah bah, est-ce qu'on pourrait mettre en place un mur de bonnes nouvelles? Est-ce que vous pensez qu'ils seront réceptifs à cette idée? Par exemple, Ouais, pour en monter un autre, hein, mais je pense parce que c'est tout à leur intérêt d'avoir une équipe stable que de changer de personnel constamment. d'accord. D'accord. Et vous, Bénédicte, est-ce que vous avez des retours par rapport à ces solutions? Nous, on fait des repas de fin de saison, on organise une sortie à la mer, enfin, avec les chevaux pour aller se baigner. Il y a une machine à café à disposition. Enfin, bon, il y a des points. Moi, je leur demande leurs idées quand, voilà, pour améliorer un poste de travail. Quand je vois qu'ils Mm. sont en difficulté, je dis qu'est-ce que, à ton avis, comment il faut faire pour que ce soit plus facile ou non, moi, enfin, je suis beaucoup dans l'échange et même dans le négatif, moi, ça me fait avancer, quoi. Ouais, ouais. Oui, bah c'est ça l'idée. Ouais. Donc, du coup, c'est comme si vous faisiez un peu la boîte à idées positive, mais plus dans le quotidien, quoi. Ah ouais, 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 c'est selon les difficultés qu'ils rencontrent, ils me rapportent et du coup, on essaie de trouver des solutions ensemble. C'est même eux des fois qui trouvent les solutions. Enfin, je veux dire, ils sont dans l'échange, dans la participation, hein. Mhm. Ok. Je pense que c'est pour ça que Nancy est là. On a la preuve, du coup, elle est là pour apporter des solutions à cette problématique. Donc c'est chouette. Oui, bah oui, c'est vraiment ce que j'ai envie d'essayer de mettre en place. Et on a justement eu ce midi un petit temps d'échange sur la communication, donc ça tombait juste bien, mais de pouvoir apporter des solutions pour essayer d'optimiser la collaboration avec les collègues. Alors, du coup, je vais passer à la troisième partie qui est santé-sécurité au travail. Donc, bah, la communication, bien sûr, elle permet avant tout de clarifier les procédures de sécurité. Donc, en cas de secours, d'incendie, d'intervention en cas d'accident, mais aussi dans la manipulation des chevaux, etc. Donc, c'est vrai que quand les choses sont cadrées, un peu comme le principe des checklists qui ont été mentionnés tout à l'heure, ça fait partie des outils en fait qui sont quand même importants, notamment quand il y a des nouvelles personnes dans la structure. Mais aussi, en fait, la communication, elle permet de favoriser des signalements rapides ou des situations à risque, par exemple un cheval qui est complètement énervé, qui est dangereux, ou du matériel qui pourrait être défectueux et qui pourrait amener à des blessures. Mais aussi, c'est permettre d'organiser le travail en sécurité, de communiquer. Donc voilà, avec la manipulation des chevaux, mais aussi bien quand il y a des interventions vétérinaires, etc. Et tenir compte des alertes de santé des membres de l'équipe de communiquer. Donc un collègue qui va pas bien, qui est dans le rouge, qui est fatigué, qui peut être du coup se retrouver à avoir un manque de vigilance, finalement pourrait se retrouver dans une situation fâcheuse lui-même, mais aussi d'autres personnes dans l'équipe. Alors vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà été confronté à un accident du travail au sein de votre équipe? Et si vous avez eu un accident du travail, quelle solution a été mise en place suite à cet accident? Personnellement, je n'ai, puisque maintenant, jamais eu d'accident de travail. Quand j'avais ma structure, c'est arrivé une fois un accident avec une salariée au moment d'embarquer un cheval. Donc là, on a mis en place tout un entraînement des chevaux avant les embarquements. C'était un poulain qui n'avait jamais voyagé. Donc là, avec une préparation un peu plus poussée pour éviter justement les accidents au moment de l'embarquement. Enfin, essayer d'anticiper les problèmes éventuels qui pourraient se poser et risquer
la santé des salariés à ce moment-là. Mhm. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis en place. Ok, donc c'était vraiment de travailler avec le cheval pour faciliter en fait son embarquement, quoi. Oui, et de pouvoir ainsi préserver le salarié qui embarque le cheval, d'essayer d'éviter les problèmes, d'anticiper les problèmes éventuels. Et quelque part, finalement, les salariés se sont retrouvés à être peut-être formés ou revoir en fait peut-être les techniques d'embarquement, quoi. Voilà, oui. Et d'attirer aussi l'attention sur tout ce qui pourrait se passer, d'attirer l'attention sur les problèmes. Mm. Oui, parce que parfois ce sont des techniques en fait qu'on banalise parce que ça se fait, on fait ça un peu de manière, on peut faire ça d'une manière un peu automatique parfois. Et puis même avec des chevaux qui montent bien, il suffit qu'un jour il y ait un problème et que du coup on se retrouve dans une situation compliquée. Et vous, Bénédicte, est-ce que vous avez déjà eu un accident de travail, enfin que ce soit vous ou des personnes de votre équipe? Alors, dans les personnes de l'équipe, plutôt avec les apprentis, des pieds écrasés, quoi. Mais en même temps, ils veulent pas mettre les chaussures de sécurité qui leur sont fournies. Donc, Ok. Oui, donc là, c'est vraiment de la sensibilisation plus à faire auprès des personnes, auprès des apprentis, quoi. bah ouais, mais quand ils ont le matos et qu'ils veulent pas le mettre, c'est pas très simple. Je peux pas les. Enfin voilà, moi j'ai pas trouvé la solution pour les obliger à mettre les chaussures. Ouais, j'entends bien. Euh, est-ce que, c'est ça, oui, bah du coup, c'est de la sensibilisation. Et effectivement, après, en termes de règlement, on peut peut-être se questionner, de se dire que ça fasse partie du règlement intérieur et d'obliger, en fait, comme il pourrait y avoir dans certaines industries, en fait, l'industrie alimentaire ou pharmaceutique, des protocoles de sécurité qui seraient mis en place parce que, comme, admettons, on oblige les cavaliers à porter un casque. Euh, Tout à fait, oui. et donc là, de dire, ça fait partie du règlement intérieur et ça fonctionne comme ça. Et en fait, pas autrement, finalement. C'est comme, admettons, des personnes qui vont travailler sur un chantier, on est obligé de porter le casque de chantier ou on prend la voiture, on est obligé de mettre la ceinture. Donc peut-être que ça peut être de formaliser, en fait, ces règles de sécurité-là et vraiment venir un peu bah, les imposer, en fait, pour, euh, pour que les personnes puissent l'adopter. Alors nous, ce qu'on propose aussi, donc bah, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est d'avoir le règlement intérieur. Et ça peut être aussi ce que l'histoire des chaussures, que ce soit aussi quelque chose qui soit mis dans le contrat de travail. Nous, par exemple, dans le cadre du label Écuresse, on suggère fortement en fait qu'il y ait une mention, en fait, un paragraphe dans le contrat de travail qui évoque les risques liés au travail. Donc, par exemple, ça pourrait être de dire, bah, risque, en fait, les pieds piétinés font partie du risque. Euh, Et euh, ça, on l'a dans le DURP, ça. oui, dans le DURP aussi, mais par exemple, ça pourrait être quelque chose que vous ajoutez dans votre contrat de travail en disant que voilà, faut qu'il y ait un port de casque obligatoire et les chaussures obligatoires parce que ce travail occasionne tel risque, enfin des pieds écrasés, des chutes, etc. Et que ça, ils en soient conscients et que ça fait partie un peu du deal du recrutement. Donc d'avoir ce règlement intérieur-là, qui peut, le règlement, le DURP. Donc comme je disais, ça peut être dans le contrat de travail, mais aussi donc dans les éléments plus généraux par rapport en fait à la santé sécurité, il y a tout ce qui est plan d'évacuation. Qu'est-ce qui se passe, admettons, s'il y a un incendie, qu'est-ce qu'on fait? Aussi tout ce qui concerne la formation, donc qu'elle soit interne ou avec des intervenants externes, gestion du stress des chevaux, donc tout ce qui est premier secours, les numéros d'urgence qui doivent être affichés en fait dans l'écurie et dans le bureau parce qu'en fait ça peut être n'importe qui, aussi bien les membres de l'équipe que des cavaliers ou des clients qui pourraient être amenés à devoir saisir ces numéros. D'avoir des procédures écrites, notamment pour les nouveaux, les stagiaires, en fait, les recrues.
pour que les choses soient bien claires et que ces procédures-là, elles soient affichées en fait à l'endroit où il faut réaliser la tâche, d'avoir les checklists visibles, des temps d'échange réguliers. Hein, ça, on l'a évoqué, comme vous le mentionniez tout à l'heure, d'avoir quand même des retours, des feedbacks et de pouvoir ajuster. On parle aussi de messagerie instantanée. S'il y a un problème, de pouvoir, si on ne peut pas téléphoner ou autre, pouvoir envoyer un message pour prévenir l'équipe. Mais aussi d'autres solutions qui peuvent être mises en place un peu différentes, c'est de mettre en place des codes couleurs, donc par le biais d'étiquettes ou admettons le biais de fil, par exemple, dans une écurie, nous, il y a quelqu'un enfin le propriétaire, en fait, fonctionne avec des fils. Il n'a pas de barrière ou autre, il fonctionne avec des fils. Certains sont électrifiés et d'autres non. Donc les électrifiés, c'est des fils rouges. Voilà. Donc si ce sont les fils bleus, on sait qu'il n'y a pas de jus qui passe dedans. Donc ça peut être des choses comme ça. Donc les étiquettes sur les équipements, par exemple pour les EPI, de se dire là, admettons, on va faire du débroussaillage, on va utiliser la débroussailleuse. On est obligé en fait d'avoir les lunettes, ça c'est obligatoire, d'avoir le casque sur les oreilles, les gants et les chaussures de sécurité. Et donc ça peut être tout un tas de petits trucs qui coûtent pas grand-chose et qui peuvent venir réduire les accidents. Donc les fiches des chevaux sur les box, ça vous en avez parlé. Un dispositif 5 minutes de sécurité. Donc ça, c'est en fait de pouvoir faire un petit débrief peut-être une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines en fait au moment de votre réunion hebdo, de pouvoir présenter différents cas d'accidents et en fait vous tirez un sujet au sort et de pouvoir dire tiens par exemple un cheval qui tire au renard, tiens qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire ça puisse être quelque chose de collectif. Et puis, il peut y avoir aussi un mur d'incidents ou un cahier d'incidents ou presque incidents. Donc, de se dire, tiens, on s'est retrouvé dans telle situation, ici, ça glisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, donc le cahier de signalement et le cahier de liaison. J'accélère un peu parce que je vois qu'il est déjà 8 heures. Et un cahier de situation extrême. Donc là, on parle notamment s'il y a des problèmes météorologiques ou autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a vraiment des cas très particuliers? Ou alors un cheval qui part en colique, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai décrit le concept de 5 minutes. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir monter en compétences, mais aussi d'échanger au sein de l'équipe. Je vais passer pour les étiquettes aussi sur les équipements, comme je l'ai un peu décrit. Dans tous les cas, on va vous transmettre le PowerPoint, donc vous allez avoir les informations détaillées. Avant de passer à la slide, enfin la quatrième partie, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces outils? Est-ce qu'il y en a certains que vous pensez que vous pourriez mettre facilement en œuvre et rapidement en œuvre dans vos structures? Ah, pardon. Alors, je vais peut-être me permettre pour Bénédicte, c'est que des fois, et là, ça rentre vraiment dans notre sujet de la communication, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi ils ne veulent pas mettre leurs chaussures de sécurité. Ça se trouve, l'un va vous dire c'est pas esthétique, l'autre va vous dire j'ai des ampoules, ça me fait vraiment mal, donc j'ai pas envie de les mettre. Et c'est vrai que des fois, le fait de comprendre pourquoi les règles ne sont pas respectées, en fait, ça permet d'avoir des leviers plus adaptés à chaque personne. Ça prend Oui. du temps. Mais, Ça fait mal aux pieds, voilà, c'est ça. ok. Ouais, alors peut-être que du coup, les chaussures sont peut-être pas Ouais, adaptées. ouais, c'est sûr que moi je fournis des chaussures. Après, c'est vrai que dans tous les pieds, donc il faut aller les chercher avec eux. Enfin voilà, voilà. Moi je commande des chaussures avec leurs pointures et puis effectivement après, ou alors il faut aller les essayer avec eux quoi. Mm. Ou alors peut-être se tourner vers une autre, si admettons, il y a ce retour-là de plusieurs employés, peut-être que c'est simplement changer Oh la non, chaussure aussi. ouais, c'est une, voilà. Mais voilà, elles ont toutes des pieds différents, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais bon, je veux pas être mauvaise langue, mais les jeunes, elles ont beaucoup d'excuses pour. C'est le championne des excuses, quoi. Il y a une excuse pour tout le temps. Et avant de commencer même. Donc,
tu leur demandes de mettre des gants pour manger un cheval, c'est pareil. Il fait chaud, donc tu leur demandes de mettre une casquette au milieu de la carrière, ce qui fait chaud, non. Donc voilà, moi je leur dis, alors au bout d'un moment tu leur dis gentiment, puis au bout d'un moment tu leur dis bon, maintenant tu dégages de la carrière, quoi. Parce que en fait c'est ma faute après s'il y a un problème. Oui, bah, bien sûr. Oui, c'est en fait, finalement, c'est vraiment toutes les questions de sécurité ou peut-être que, bah, alors c'est de comprendre pourquoi, mais parfois d'être aussi peut-être, enfin, moi, mon point de vue là, peut-être d'être un peu plus ferme sur certaines obligations et peut-être de les amener aussi à comprendre quelles sont les conséquences pour elles, mais aussi pour vous, pour le cheval aussi, et que bah, de dire, est-ce que du coup c'est un peu, ce serait triste d'en arriver là, mais de dire ben, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir en fait si elle ne respecte pas ces règles de sécurité en fait. Ah bah, oui, oui, tu leur expliques, mais bon, ça c'est un point, mais dans une journée, il y a combien de points tout le temps à contrôler, tout le temps, quoi. Donc au bout d'un moment, tu peux pas passer un quart d'heure pour une fille qui ne veut pas mettre ses chaussures, quoi. Donc, mais j'ai bien noté qu'il fallait que je le mette dans mon contrat de travail. Oui, bah dans le risque, et je pense que c'est vraiment de travailler. En fait, ce qu'il y a, c'est que la communication, en fait, il faut presque rabâcher. En fait, hein, c'est vraiment Ah, mais c'est... tout le temps communiquer. Et je pense que souvent, pourquoi les personnes ont du mal à adopter de nouveaux comportements, c'est parce que je pense qu'elles n'arrivent pas à comprendre vraiment l'intérêt. Et tant qu'il n'y a pas ce déclic-là, l'intérêt ou peut-être le bénéfice qu'ils vont avoir, et peut-être ce serait d'ouvrir le dialogue et de dire, ben, en fait, enfin, qu'est-ce que tu suggères, en fait, par rapport à cette paire de chaussures. Sachant que c'est quelque chose qui est obligatoire et qui est important, en fait, pour la sécurité de ses pieds. Enfin, à un moment donné, Mm. de se faire marcher dessus, les pieds sont, dans quelques années, elle n'en est peut-être pas consciente, mais elle aura sûrement des problèmes d'articulation ou autres, quoi. Est-ce que vous aviez d'autres choses à évoquer, peut-être Charlène, Louise ou Nancy? Merci. Non, pas spécialement. Pas Ok. spécialement de mon côté non plus. On passe au quatrième point. Oui. C'est la Euh, donc le point sur la gestion des ressources humaines. Donc là, les petites informations que j'ai indiquées, ça répond à la question pourquoi écouter et parler, c'est crucial dans la gestion des ressources humaines. Donc c'est une liste non exhaustive de petits points. Je vais les reprendre un peu brièvement. Déjà, pourquoi écouter et parler, c'est crucial parce que ça construit la confiance qu'il peut y avoir entre managers, entre collaborateurs et aussi entre managers et collaborateurs. Si je donne un exemple concret, un salarié qui sent qu'il peut exprimer une difficulté sans jugement, il est plus enclin à coopérer, à proposer des idées et à s'engager. Et donc, on sait tous que la confiance, c'est quand même le socle de toute relation saine et donc de toute relation saine, de travail saine. Le deuxième point, ça permet, on a parlé tout à l'heure, de fidéliser les collaborateurs. Un collaborateur qui se sent écouté, qui se sent reconnu, ça réduit ses envies de départ et ça renforce son attachement à l'entreprise. Encore un petit exemple concret, un salarié qui évoque le souhait d'évoluer dans l'entreprise. Si l'entreprise l'écoute et en plus lui propose quelque chose, une solution à ça, il restera probablement plus longtemps dans l'entreprise. Aussi, ça évite les malentendus. Quand on parle régulièrement, on s'assure que tout le monde est bien aligné avec l'entreprise, avec les principes, etc. Ça permet de clarifier les attentes, de vérifier la compréhension mutuelle et d'éviter les interprétations erronées. Donc, comme on le disait tout à l'heure dans la communication, on peut avoir des filtres, chacun a ses filtres. Donc, c'est important
d'éviter les malentendus et donc de créer une communication active. Par exemple, encore une fois, si un collaborateur a mal compris une consigne ou un objectif, il risque de partir dans une mauvaise direction. Et si on encourage des points réguliers, le questionnement, les questions, je parlais de confiance juste avant, mais si on crée un climat de confiance, le salarié se sentira plus à l'aise pour poser des questions et du coup, on gagne en efficacité et en sérénité. Ça améliore aussi, donc écouter parler dans les relations humaines, améliore aussi la performance. Donc quand la communication circule bien, les objectifs sont mieux compris, les attentes sont plus claires des deux parties et les obstacles sont remontés plus rapidement. Donc on parlait les malentendus, etc. Donc ça engage, fidélise et motive et donc ça évite de perdre du temps. Avec une mauvaise interprétation, des tensions dans l'équipe, et ça améliore la performance. Ça permet aussi de réduire le stress. Donc, quand on a des non-dits, des incertitudes, des manques de retour, c'est vraiment des situations qui peuvent être stressantes du point de vue du collaborateur, mais aussi du manager. Là, je prends un exemple d'un manager. Si il habitue l'équipe à parler et écouter régulièrement, ça allège sa pression, la pression générale dans l'équipe. Et le manager n'a pas à deviner les problématiques vu qu'il en discute régulièrement. Et ça lui permet d'éviter de gérer les conflits en toute urgence. Au moins, il les prend à la base. Le fait de communiquer et d'échanger, ça permet de réduire tout ce stress. Et dernier point, ça permet aussi de valoriser la marque employeur. Alors, qu'est-ce que la marque employeur? C'est l'image que renvoie une entreprise en tant qu'employeur, en interne, donc au sein de l'équipe, et en externe, auprès des clients. Charlène tout à l'heure parlait de la clientèle, mais auprès des clients, sur les réseaux sociaux, etc. Et cette marque employeur, elle se construit à travers les expériences vécues par les collaborateurs et les messages qu'ils véhiculent à l'extérieur. Donc, en favorisant l'écoute et le dialogue, l'entreprise montre à ses salariés, mais aussi à l'extérieur, qu'elle est dans une démarche de bien-être et donc ça valorise sa marque employeur. Le résultat, c'est que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs de l'entreprise, mais des bons ambassadeurs, et potentiellement ça attire des nouveaux talents, donc des nouvelles recrues si un jour il y en a besoin, et pourquoi pas des nouveaux clients. Parce que je sais que pour ma part, si je vais dans une entreprise et je sens qu'il y a une mauvaise entente dans l'équipe, que je vais dans une entreprise où j'ai besoin d'un service qui a une mauvaise entente dans l'équipe, je sens des tensions, etc., ou que j'ai entendu que le patron parlait pas forcément bien à ses salariés, ben ça me donne pas envie d'y retourner. Tandis que si je vois qu'il y a une cohésion d'équipe et que les employés ont le sourire, qu'ils s'entendent bien avec leur patron, ben peut-être que là j'ai plus envie de dépenser entre guillemets mon argent pour l'entreprise. Donc voilà un peu les gros points sur lesquels ça peut valoriser tout ça. J'ai mis un petit schéma concret qui illustre un cercle vertueux dans la gestion RH. Donc la base, bien entendu, c'est l'écoute. Donc c'est ouvrir le dialogue, créer un espace d'expression où chacun peut s'exprimer librement. Mais écouter, ça ne suffit pas. Il faut aussi comprendre ce qu'on entend. Donc analyser ce qui est dit et parfois ce qui n'est pas dit. Donc on parle de non-verbal qui a aussi toute son importance. Le haussement d'épaule, le fait d'être recroquevillé, voilà, ça a vraiment son importance. Donc quand on écoute, on essaye de comprendre aussi ce que derrière la personne a à dire. Des fois, il y a des oui avec la parole, mais avec le corps, on se rend compte que la personne dit non. Donc c'est important d'être pleinement conscient de ça. Et ça demande forcément une finesse d'interprétation qui peut venir au fil du temps, qui n'est pas forcément naturel tout de suite, mais à force de le faire, on y arrive. Et une fois qu'on a compris ce que la personne
voulez, ce que le collaborateur ou la personne avec qui on interagit, on peut agir. Donc, on transforme les besoins exprimés en actions concrètes. Et ça, c'est important. Et on passe à la phase 4. Une fois qu'on a mis en place ces actions, elles ne doivent pas rester invisibles. Crucial de reconnaître ce qui fonctionne, de valoriser les efforts, les progrès, les contributions, ce qui alimente la motivation et donne envie de s'investir. Et un collaborateur qui s'investit, qui est motivé, il est de ce fait engagé, et l'engagement, ça mène à la fidélisation. Et c'est là que le cercle se referme un peu, mais pas tout à fait. Il continue, parce que quand on a un collaborateur qui est fidèle et engagé, il sera d'autant plus enclin à dialoguer, et on recommence le cercle vertueux, et ça fait un peu un effet boule de neige, mais positif. Et on se rend compte que ce cercle vertueux, il dépend d'un élément qui est fondamental, c'est la qualité de la communication à chaque étape. Donc voilà un peu pour ce cercle vertueux. Je vous ai présenté alors un exemple concret. Avant de vous le lire, je voulais juste préciser que c'est un exemple idéal, où toutes les étapes, elles se déroulent de manière fluide, il n'y a pas d'obstacle, etc. Et bien sûr, dans la réalité du quotidien, c'est pas toujours aussi linéaire ni aussi simple. Donc, ce que je veux souligner, c'est que la seule erreur qu'on puisse faire, c'est de ne rien faire, de ne pas essayer, de ne pas communiquer. Lorsqu'on s'engage dans une démarche d'écoute et de dialogue, c'est là qu'on ouvre une dynamique positive, on crée du lien, on construit une culture saine. Donc, dans cet exemple concret, on a depuis plusieurs semaines le responsable d'une écurie qui remarque une mauvaise ambiance dans l'équipe. Donc, il utilise ce petit cercle vertueux, mauvais lapsus. Et donc, il écoute d'abord son équipe. Donc, il organise un temps de parole bienveillant où chacun s'exprime sans interruption. L'écoute est active avec reformulation pour assurer la compréhension de tous. Et ensuite, il essaye de comprendre. Donc, grâce aux échanges, il comprend que les tensions viennent d'un sentiment d'injustice dans la répartition des tâches et d'un manque de clarté sur les responsabilités de chacun. Donc, il agit. Il se dit, bon, ben, ok, je vais co-construire avec l'équipe, on va co-construire ensemble un planning équitable et on va mettre en place un rituel de courte réunion pour vérifier que tout ça se goupille bien. Ensuite, il va reconnaître. En fait, il va voir que son équipe va s'engager là-dedans après avoir eu ce temps de réflexion. Et donc, il félicite l'équipe pour avoir joué le jeu du dialogue, avoir échangé, avoir essayé de trouver des solutions. Et il remercie chacun pour sa contribution et il met en avant les efforts d'adaptation. Et une fois ça, il se rend compte que le climat s'apaise, les salariés retrouvent du plaisir à travailler et chacun se sent plus responsable et écouté, ce qui a pour effet de fidéliser l'équipe qui devient plus stable et proactive. Et le responsable observe moins d'absence, plus de coopération et même des idées d'amélioration qui émergent spontanément. Donc en conclusion, une écoute sincère et un dialogue structuré permettent de transformer un climat tendu en une équipe dynamique et engagée grâce à ce cercle vertueux qui est fondé donc sur la confiance, l'écoute et la coopération. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment un schéma idéal. Je sais que dans la vraie vie, c'est pas toujours aussi rose, mais voilà, le fait rien que d'essayer d'écouter, d'essayer de suivre un petit peu ce petit chemin, c'est déjà un grand bout de chemin qui est fait pour gérer pour la gestion des ressources humaines. Donc, du coup, là vient la question, c'est à vous de jouer. Est-ce que avec cette situation, donc vous remarquez une mauvaise ambiance dans l'équipe, comment vous agissez quand c'est comme ça? Est-ce que, pareil, vous essayez de trouver la solution tout de suite ou est-ce que vous attendez que ça se calme? Enfin, est-ce que vous avez déjà eu ce problème-là? Et sinon, qu'auriez-vous fait dans ce cas-là? Est-ce que vous avez des idées? Là, on est en plein dedans. On est dans cette situation-là. Donc, oui, on a mis en place une réunion, on peut un peu chacun s'exprimer.
ce qui n'est pas toujours... Enfin, ça n'a pas vraiment donné de résultats concluants, parce que certains problèmes n'ont pas ressurgi au moment de la réunion, ou c'est des problèmes qui restent, qui sont récurrents. Mm. Ok, donc ça peut. Ouais. La tête en bas un peu, les petits abdos, tout ça. Ben ouais, tranquille. Peut-être. Axel, elle a tendance à avancer. Ah, elle avance un peu, ouais. Attends, je vais. Ouais, j'ai pu couper le son. Oui, alors peut-être qu'aussi, si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être que les personnes, il n'y a peut-être pas de règles vraiment établies et que les personnes se sont peut-être pas à l'aise de s'exprimer en fait dans cette réunion. Et que si les problèmes sont récurrents, c'est que, à un moment donné, justement, il y a un problème d'action mise en place, de se dire, bah, OK, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qui peut être mis en place et de pouvoir venir faire un peu un réajustement. Est-ce que les solutions qui sont proposées sont adaptées et est-ce que les personnes ont les compétences ou les aptitudes pour le faire? Oui, bon, là, en ce qui nous concerne, il y a un manque d'implication de la direction. Mm. Les patrons laissent plutôt euh, les choses aller et espèrent que ça va se régler de soi-même, juste avec de temps en temps des petits mots en disant oui, mais il faut plus collaborer, plus communiquer. Et finalement, il n'y a rien qui se met en place. Ouais, c'est ça, c'est d'où l'étape de agir. C'est bien d'écouter, de savoir ce qui se passe, mais si on ferme les yeux, ça marche pas. Oui, là, le cercle vertueux s'arrête au moment de l'action. Mm. Donc, Euh, un gros travail à faire sur la mise en action Mm. des solutions. Moi, j'aurais une question par rapport au bilan des réunions et des filtres dont vous parliez, parce que tu peux avoir 10 personnes qui assistent à une réunion et tu demandes à la sortie ce que chacun a compris et tout le monde n'a pas forcément compris la même Mm. chose. Donc, Bah, je m'interrogeais sur le fait de faire des bilans écrits que tout le mm. monde approuve et signe en disant, ben oui, on a dit ça, quoi, et pas autre Mm. chose. D'où l'importance aussi de reformuler ce qui a été dit, d'essayer même de vérifier que ça a bien été compris, comme dans le sens où on a voulu l'exprimer. Parce que effectivement on a des filtres et des fois on a nos interprétations qui jouent dedans. Donc effectivement c'est une bonne solution de le noter et de faire une sorte de compte rendu, même là comme on le fait actuellement, mais le faire aussi en réunion, d'écrire en même temps, de projeter et d'écrire ce qui se dit. Comme ça tout le monde est clair avec on est sûr que tout le monde ait compris de la même façon chaque chose qui ont été dites. Mais alors après, tu fais le compte-rendu, mais comment tu t'assures qu'ils l'ont lu, quoi? Le faire en direct avec eux, ça peut être une solution. Là, comme on le fait, comme Alexia note en même temps ce que vous dites, ça peut être fait aussi en réunion d'équipe, par exemple, de noter comme ça permet à ceux qui sont présents à la réunion de voir projeter ce qui est noté, donc potentiellement de s'assurer qu'ils aient bien compris et de même parfois les faire participer à Oui, noter, c'est ça. faire participer, pas forcément vous en tant que manager de noter en compte rendu, mais demander à chaque membre de l'équipe, à chaque réunion, c'est une personne différente qui écrit ce qui se dit. Et comme ça, on vérifie que il n'y a pas eu de message erroné et qu'il n'y a pas eu un mauvais filtre entre ce qui a été dit et ce qui est entendu. Oui, et puis ça, par exemple, on en parlait tout à l'heure du cahier de liaison. Ça peut être justement un compte-rendu qui va être fait dans le cahier de liaison pour que ce soit dans la suite des actions, en fait, qui sont déjà notées dans ce cahier, et que effectivement, là, ce compte-rendu-là, il va pas être sur une feuille volante, il va être vraiment dans une place bien précise, avec une continuité sur ce qu'il y a à faire au sein de l'écurie ou de l'équipe. Automatiquement, quoi.
Et effectivement, ça peut peut-être être demandé à chacun de, peut-être, je sais pas si c'est le paraffer ou, mais de dire comme quoi ils sont d'accord. Après, je trouve ça quand même une étape un peu au-dessus de se dire, bon, bah là, on est obligé de leur faire signer, en fait, qu'à chaque réunion, ils ont bien saisi, en fait, la teneur de la réunion. Parce que la question, c'est de se dire à quel point, en fait, je sais pas, est-ce qu'ils se sentent concernés ou et peut-être de créer plus de participation dans la réunion, de se dire, OK, il y a tel problème. Enfin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils proposent des solutions. Donc, s'ils proposent des solutions, normalement, ils sont supposés, en fait, agir sur le terrain de manière cohérente. Oui, mais des fois, les mêmes qui ont proposé la solution mettent en place le contraire. Et là, tu leur dis, mais je comprends pas, c'est toi qui as proposé ça. Donc voilà, c'est pour ça, comment inscrire dans le marbre ce qui a été dit. Donc je me suis dit, bah, faut l'écrire, oui. Oui, l'écrire, ouais, ou ouais, comme on disait, faire des en direct avec eux, reformuler, et les faire participer et peut-être même leur expliquer une solution, mais l'expliquer de différentes façons et aussi adapter son discours en fonction de la personne qu'on a devant soi. Non, mais c'est la même personne qui propose la solution en réunion et qui ne l'applique pas, quoi. Alors, si tu la proposes, c'est que tu l'as comprise, quoi. Mhm. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, il faut que je trouve une solution, quoi, parce que après, je me dis, bon, je peux être, avoir des problèmes de mémoire, hein, et c'est pour ça que je me dis, bah, faut écrire. Comme ça, tout le monde Bah, est... après, justement, ça peut être de responsabiliser cette personne-là en disant, OK, ben, c'est super, on va, alors après, il faut pas être faire trop procédurite, mais en fait, ça peut être de dire, OK, bon, ben, OK, on définit bien les rôles et responsabilités. Quand il se passe telle situation, voilà ce qu'on fait. Alors, admettons, est-ce que ça peut être de la réécrire sur un tableau? Est-ce que ça peut être de lui dire, bah, tiens, vous avez une petite feuille dans un classeur de procédure ou autre, tu me dis, bah, tiens, tu m'écris ce qu'il y a à faire, est-ce que c'est de le formaliser aussi sur le groupe WhatsApp? Si vous avez un groupe WhatsApp, de se dire, bah, tiens, on met ça, admettons, les balais, là, ils doivent être rangés, je sais pas, à chaque fin de tâche dans le placard à balais, parce que sinon on ne trouve pas les balais. Et là, c'est vraiment de s'assurer que toute la communication se passe dans la structure. Et justement, bah, peut-être de renvoyer l'information à la personne, de dire, bah, écoute, je suis assez surprise puisque tu as proposé cette solution-là. Et je vois qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas mis en action, donc en application. Donc, ça peut être de la questionner. Donc, de dire peut-être, est-ce que c'est finalement une action que tu trouves inatteignable? Et alors, dans ce cas-là, quelle autre solution tu proposes? Mhm. Parce que si c'est c'est aussi de remettre les personnes face à leurs responsabilités, en fait. Ça peut être quelque chose de très simple ou dans le compte-rendu. Alors, il y a plusieurs façons de faire le compte-rendu. Soit on fait une synthèse de ce qui a été dit, soit on fait des comptes-rendus plus détaillés. Et dans ce cas-là, imaginons, on fait une réunion d'équipe et qui ressource. Louise donne une solution. On mettra dans le compte-rendu, Louise, deux points. Oui. Oui, 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 c'est ce que je pensais. Voilà. Attribuer, rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, oui. Et- Et puis faire attention dans les comptes rendus. Nous, on envoie des fois, on reçoit tout type de comptes rendus et ceux qui fonctionnent pas très bien, à mon sens, c'est ceux où en fait des informations sont en permanence écrites. Je dis n'importe quoi. Merci de ranger les brosses. Mais si cette phrase intervient à chaque compte rendu et elle est redondante, en fait, on ne la lit plus non Mm. plus. Donc, faut faire aussi attention parce que j'imagine que nous encore, on a des activités dans des bureaux, donc bon, bah, on est en permanence sur de la lecture de documents, mais quand on est sur le terrain, il faut aller vraiment à l'essentiel. Et de temps en temps, peut-être enlever l'information pour hop, la ressortir pour qu'elle soit plus percutante. Mm. Bon, c'est des petits trucs et astuces. Après, c'est vrai que chaque équipe est différente, mais en tout cas, ce qu'a présenté Louise, nous, ça a bien fonctionné. Je vous fais un retour d'expérience. On avait des réunions d'équipe qui étaient pas très animées, hein, c'était des fois des longs monologues, et le fait d'être passé sur du PowerPoint avec un rapporteur différent à chaque séance aussi, ça permet de responsabiliser chaque personne. Et puis de prendre aussi conscience que c'est pas facile d'animer une réunion. Et quand on vit la situation, donc ça peut être aussi ça, dire à la personne, bah tiens, chaque réunion, c'est une personne différente qui anime, une personne différente qui prend les notes et voilà.
le fait des fois de vivre l'expérience, on se rend compte aussi de la situation du manager. Parce que par exemple, ça, d'animer, ça peut se faire aussi justement par le biais, bon là on parlait de la boîte à idées ou autre, mais d'avoir un cahier qui va être spécifique aux réunions et où chacun va pouvoir peut-être mettre aussi un point à aborder dans cette réunion-là. Et que bah, du coup, au niveau de l'ordre du jour, ou alors de faire juste un tour de table, ça puisse être aussi une façon de soulever différentes problématiques. Je ne sais pas si ça vous semble Mm. cohérent. Euh, Est-ce que du tu... Ouais. Ouais, c'est tout bon. On en a parlé juste avant. Donc, l'écoute active, c'est une des solutions concrètes qui est gratuite, qui peut enfin, qui s'apprend avec l'expérience et qui peut même faire l'objet de formations. Il existe des formations et du coaching dessus. Donc, pour être plus concrètement, l'écoute active, c'est la capacité à accorder une attention totale à son interlocuteur. Donc, c'est pas forcément seulement écouter avec les oreilles, mais aussi comprendre, interpréter et essayer de chercher et de comprendre réellement ce qu'il exprime, tant sur le fond que dans les émotions ou les intentions sous-jacentes. Et comment on le met en œuvre déjà, quand on établit un moment d'échange avec un interlocuteur, il faut se rendre disponible et sans distraction. Donc, pas de téléphone, pas de personnes qui peuvent intervenir. Il faut être pleinement là au moment de l'écoute. C'est accueillir ce que la personne dit sans jugement. On l'a dit tout à l'heure, c'est reformuler pour valider la compréhension. Donc, reformuler ce que la personne nous dit avec ce qu'on a compris pour s'assurer que c'est bien ce que l'autre a voulu dire. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, observer le non-verbal et adapter son propre langage à la personne qu'on a devant nous, adapter son ton, etc. Poser des questions ouvertes pour permettre à la personne qu'on a en face de nous de s'ouvrir, comme c'est indiqué, enfin comme son nom l'indique. Instaurer des moments dédiés, donc on l'a dit, les moments d'équipe, mais aussi des moments individuels. Et on a donc des moments qui sont plutôt qui sont faits à l'instant T, mais il y a aussi des moments qui peuvent être prévus, comme les entretiens annuels, les entretiens professionnels, qui sont des moments vraiment dédiés à l'écoute et à l'écoute active. Et un point aussi important, c'est faire preuve d'humilité quand on est en interaction avec quelqu'un, quand on communique avec quelqu'un. Et ça va dans les deux sens. Donc, je parle du côté manager, mais aussi du côté manager. Et c'est important que chacun, avant d'engager une conversation, sache que ben voilà, il n'y a pas de jugement. Enfin, mettre un cadre à tout ça. Ouais. Et je pense que ça peut être carrément un sujet qui peut être mis en lumière justement pendant une réunion d'équipe en fait. Déjà de dire voilà les règles de la communication, quelles règles de communication on met en place dans notre structure et que ça devienne comme une sorte de charte d'engagement en fait dans la structure. Mm. Que ça fasse partie comme des valeurs vraiment véhiculées dans l'entreprise, quoi. C'est ça, ouais. Et, Et du coup, une deuxième solution, alors c'est le management bienveillant. Donc là, un manager bienveillant, c'est une personne qui veille à la santé mentale, à la motivation, au développement de ses collaborateurs, tout en garantissant la performance collective. Donc c'est pas être un manager gentil, c'est être un manager juste qui agit avec équité, écoute et considération, même quand les situations sont difficiles. Et comment on le met en œuvre, tout ça? Alors, c'est quelques points. C'est déjà, donc on en a parlé, mais fixer un cadre clair tout en restant à l'écoute des besoins individuels. Prendre en compte aussi la personne derrière le collaborateur. Alors, on peut le questionner, mais faire attention aux limites de la vie privée, mais essayer de comprendre certains contextes, parfois ses limites, plutôt ses aspirations. Enfin, voilà, comprendre que derrière un collaborateur, il y a aussi un humain
Et inversement, derrière un manager, il y a aussi un humain. C'est aussi de valoriser les réussites, de reconnaître les efforts, faire des retours positifs. Donc, un simple merci en fin de journée parce que ça a été chargé, etc. Ça valorise un effort. Faire preuve d'empathie dans les moments de tension ou de sous-performance. Favoriser l'autonomie plutôt que de contrôler systématiquement. Et aussi, bien évidemment, créer un climat de confiance propice aux échanges sincères. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces 2 points, l'écoute active et le management bienveillant. Non, ça me paraît clair. Parfait. On va accélérer un peu parce que là, on est à 20h30 On a et débordé, ouais. on arrive à la conclusion. En fait, là, nous, ce qu'on vous a présenté, c'est les 4 thématiques, en fait, la communication au travers des 4 thématiques du label EQRS Bien au Travail. Donc, on a parlé de l'organisation du travail, de la santé au travail, de la gestion des ressources humaines et l'ambiance et la qualité de vie au travail. Donc, nous, l'objectif, en fait, c'est que c'est le premier label social, en fait, dans la filière équine, avec 3 échelons de labellisation. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une démarche vertueuse et une progression. Donc, ce label-là existe depuis 1 an. Donc là, actuellement, on a 18 structures qui sont labellisées en France avec ces 4 thématiques et on a 19 évaluateurs pour pouvoir aller dans les différentes structures qui sont réparties en France. Et bien sûr, en fait, nous, l'objectif, c'est à travers ce label-là, de pouvoir accompagner les structures dans l'amélioration de leurs pratiques, mais aussi mettre en avant aussi les bonnes pratiques qui sont déjà mises en place, parce qu'il n'y a pas toujours que des choses à changer, il y a aussi des choses à valoriser sur ce label-là. Est-ce que tu voulais prendre la suite, Louise? Ouais, peu importe. Du coup, rapidement, le processus de labellisation, il est en 3 grandes étapes. On a d'abord un autodiagnostic en ligne qui est totalement gratuit, donc qui permet déjà de voir un peu où on se situe au niveau de la labellisation et au niveau des 17 critères qui sont pris en compte dans cet autodiagnostic. Et donc, une fois qu'on a fait l'autodiagnostic, on peut, si on est labellisable, prétendre à la labellisation. Et donc, un évaluateur est mandaté sur la structure. Donc, c'est une évaluation qui a lieu sur site. C'est environ une demi-journée. Il y a une partie qui est dédiée à l'employeur et à sa structure. Et il y a une partie dédiée aux salariés avec un entretien, un guide d'entretien. Et ensuite, à la suite de l'évaluation, il y a la labellisation. Et la labellisation dure 3 ans. On a une évaluation, donc cette évaluation-là initiale et une autre au bout de 3 ans. Il peut y avoir des évaluations suivies par échantillon. Et l'adhésion à ce label coûte pour l'entreprise entre 100 et 500 euros en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Oui, et puis la tarification aussi va varier en fonction si, comme on a un label bien-être animal et environnement, s'il y a aussi une double adhésion. Une double adhésion à ces 2 labels. Et donc, au niveau de la labellisation, on a 3 échelons, donc 3 niveaux pour permettre aux entreprises de se challenger et de monter progressivement en compétences et permettre une démarche d'amélioration continue. Donc, on a un niveau engagement, progression et excellence, donc en fonction des réponses aux différents critères. Et donc là, c'est simplement brièvement la page du site où on retrouve la possibilité de tester son éligibilité au label en faisant l'autodiagnostic qui est assez simple. Donc, il suffit de créer un compte et ensuite de répondre aux différentes questions. Et après avoir répondu à ces questions, on a un petit compte-rendu des réponses et on peut voir un peu où on se situe sur les 4 thématiques qu'Alexia vous a présentées. Oui, présenté tout au long. Oui, et qu'on a présenté tout au long de l'intervention. Donc voilà, en tout cas, on a un peu, enfin même beaucoup dépassé l'horaire, mais on vous remercie pour votre attention
tout au long de cette heure et demie. Et on espère que ça vous a apporté des solutions. Et puis, on est ouvert à vos questions maintenant et après. Donc, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, donner votre ressenti à chaud de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour toutes les pistes déjà qui ont été évoquées. Et on va voir pour mettre ça en œuvre et voir ce que ça donne. Ok, ben, faut pas hésiter à nous donner un peu la progression de tout ça, en espérant que ça apporte des pistes et que vous ressentiez une amélioration dans les pratiques et dans la communication globale. Oui.